Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Salut tout le monde. En réalité, vous n'êtes pas sur la chaîne YouTube de Contournement. Si vous regardez en live, vous êtes sur le Twitch de No Code France. Mais c'est pas grave, c'est notre petit générique pour notre chaîne YouTube. Je l'utilise aussi allègrement pour les lives. Voilà, mais peut-être je ferai une autre version. Je dirais bienvenue, vous êtes sur le Twitch de No Code France. Voilà, mais bon, bref. Après, si vous regardez le replay, vous êtes sur la chaîne YouTube de No Code France. Enfin, de Contournement. Bref, je commence à m'embrouiller. C'est pas grave, je suis en train de me réveiller. Salut tout le monde, salut Lilian, salut Muriel. Voilà, Muriel qui est à Paris en ce moment, qui a eu l'occasion de boire un petit verre hier soir, donc c'était très cool. J'espère que vous allez bien. Il y a plein de choses très sympas à discuter aujourd'hui. On a une longue émission, donc j'ai même commencé un petit peu plus tôt que d'habitude. Je me suis dit qu'on allait commencer de bon matin. J'espère que vous avez un petit café, un petit thé. Voilà, moi j'ai ma petite tasse renard préférée comme d'habitude. Et merci Sonnelier pour ce follow de bon matin, ça fait plaisir. Eh bien écoutez, on va parler de no-code, on va parler d'Ops, on va parler de Airtable, Zapier, Make, Notion, N8N. J'ai creusé un petit peu certains sujets de la semaine dernière, voilà, qui n'étaient pas très clairs. J'ai aussi préparé des petites choses. On va encore parler de Zapier, mais Zapier, ils font beaucoup l'actualité avec l'IA, évidemment, donc on est obligé d'en parler. Et puis j'ai enfin eu accès au plugin ChatGPT, donc on va devoir aller regarder ça. Donc voilà, un petit peu le programme du no-code, de l'IA, des ops, de l'automatisation, des bases de données, comme d'habitude. Et salut Samantha, bienvenue à toi. Et on attaque tout de suite. Alors on commence pour se réveiller quand même tranquillement. On a pas mal de choses, mais on va garder quand même notre petit rituel. On va partir sur Product Hunt, qui s'est affiché d'ailleurs, je crois, pendant que j'étais en train d'attendre le début du stream. Hop, on va passer comme ça. Et je vais mettre la fenêtre ici. Et on est pas mal. Alors, regardons un petit peu ce qu'il y a. Comme d'habitude, si vous avez vu passer des choses que vous avez trouvées intéressantes sur Product Hunt ou dans le no-code en général, que vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à le mentionner et j'ajouterai ça à la liste de sujets avec plaisir. Alors, donc le Discovery produit, donc ça c'est plutôt pour les PM avec de l'IA. Bon, ok, c'est pas trop notre sujet d'optimisation, des prompts ChatGPT. Alors ça me fascine toujours. Je sais qu'on est en plein dans la hype de l'IA, mais quand même, on va arrêter quand même de faire des listes. Surtout qu'il est marqué qu'il faut payer en plus. Donc des listes de prompts, très franchement, il faut arrêter. Néanmoins, je vais mentionner un petit projet, enfin pas petit d'ailleurs, français, avec quelqu'un avec qui j'ai échangé récemment, qui s'appelle Generated By. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Voilà, mais en termes de liste de prompts, je trouve ça très intéressant ce qu'ils font. Mais j'ai déjà dû en parler, donc, mais je vous mets le lien ici quand même. Je ne vais pas forcément le remontrer parce que je crois que j'ai déjà montré, mais c'est un outil qui vous permet de vous inscrire et de stocker en fait les prompts que vous trouvez intéressants et de les rendre génériques en fait, et donc de les partager avec d'autres gens et de découvrir aussi d'autres gens. C'est un petit peu méta, allez regarder, vous verrez, c'est très intéressant. Mais en tout cas, dans Product Hunt, on va pas aller regarder des listes de prompts parce que ça c'est vraiment pas très intéressant. Il y a énormément un très bon score, donc je suis assez étonné. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Web App to Desktop App in Minute. Ça peut être intéressant. C'est très probablement tout simplement un outil qui vous permet de packager en fait un site web en application. C'est le principe des PWA sur le mobile. Vous le savez, par exemple une application Glide, qui est une application web, vous pouvez l'ajouter sur votre mobile. En fait, vous pouvez faire ça aussi avec votre navigateur.
Donc voilà, vous pouvez créer des applications. D'ailleurs, c'est assez facile de faire en fait avec Chrome. Vous voyez pas cette fenêtre, donc mais bon, vous pouvez faire des raccourcis en fait. Voilà. Bref, pourquoi pas. Ça peut être intéressant, mais on va pas lui mettre un like forcément. Gérer les meetings avec des outils d'IA, bon ça c'est une collection. Alors ça j'ai vu ça passer ça sur Twitter et ça a l'air très très impressionnant. En fait, ça permet de modifier des images. En fait, par exemple, vous avez une image d'un lion. En fait, vous indiquez des points que vous voulez déplacer dans l'image et ça va faire en fait l'interpolation, je crois qu'on dit. Et donc, ça va effectuer le mouvement. Est-ce qu'il n'y a pas une petite vidéo? Ah, voilà. Et alors, très franchement, ça a l'air vraiment hyper impressionnant et c'est pas mal parce que en fait, ça peut vous permettre de créer des espèces de petites vidéos, quelque part des effets vidéo si vous avez une image statique. Juste de faire un petit mouvement, déjà ça peut rendre en fait une image un petit peu plus vivante. Alors, on voit hein, que ça déforme un petit peu l'arrière-plan et tout. Alors apparemment il aime bien faire bouger des nez de chiens. Alors The Bat d'ailleurs il prend le nez parce qu'en fait c'est évidemment un point de repère dans le museau, mais c'est faire bouger les têtes des chiens. Donc voilà, ça peut servir je pense à plein d'autres choses. Mais je trouvais ça. Ah voilà, là il va faire bouger les pattes, donc pourquoi pas. Donc voilà, mais franchement je trouve ça. Alors, on est au tout début, hein, comme toujours. Mais voilà, moi j'ai, pour la petite anecdote, et j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, je fais une conférence au Web Today la semaine prochaine. J'ai passé énormément de temps dans Playground AI à modifier des images, mais du coup elles bougent pas. Mais je me dis que si j'aurais pu utiliser un truc comme ça, mais bon, là c'est trop tard. De toute façon, j'ai rendu ma présentation, j'ai déjà passé beaucoup trop de temps dessus. Donc c'est heureusement que j'ai pas découvert cet outil il y a quelques semaines, sinon ça aurait été un peu la cata. Et salut à Matt et Martial qui nous ont rejoints. Et salut à toi Joe Black également. Donc voilà, ça c'est un petit peu, donc franchement, pourquoi pas. Très franchement, je trouve ça assez impressionnant. Je trouve ça assez rigolo qu'il ait surtout donné des animaux comme exemple. Mais donc voilà, je vais même mettre pour la peine, je vais mettre un petit like et je vais vous partager le lien ici. Je vais vous partager ce lien comme ça, vous pourrez aller regarder. Et salut Bertrand également. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc bon, se préparer pour des interviews, ok, pourquoi pas. Un client macOS natif pour Gmail, alors pourquoi pas, ça peut être intéressant. Moi j'ai pas macOS, hein, j'ai pas de Mac, donc ça va pas forcément m'intéresser. Je sais que dans cette catégorie, il y a un outil qui est très populaire dans l'écosystème tech qui est Superhuman, qui est très cher aussi. Alors peut-être que s'il propose une alternative un petit peu moins chère, voilà, pourquoi pas. Moi j'avoue que je serais pas contre avoir un vrai logiciel de gestion de ma boîte Gmail, mais sur Mac, sur Linux, il y en a pas. Nous, on utilise Polymail. D'ailleurs, pour l'anecdote, on utilise Polymail chez Contournement. On n'utilise plus Gmail natif. On utilise Polymail, qui est une surcouche de Gmail, qui a d'ailleurs un client. Bah voilà. D'ailleurs, il est ici. Vous voyez, il apparaît ici. Il a eu d'ailleurs beaucoup plus de notes voilà, Polymail, c'est vraiment super, c'est assez cher, mais franchement ça nous aide énormément, notamment les fonctionnalités collaboratives. On peut commenter des emails et tout, donc c'est assez super. Front, alors Front j'ai jamais essayé, mais Front, ma compréhension de Front, c'est que ça fait pas vraiment ça, c'est pas vraiment un client mail, c'est plus pour gérer des boîtes partagées. Enfin, ça a l'air super intéressant, hein. D'ailleurs Front c'est un super outil, de toute façon, qui est extrêmement populaire, mais qui est plutôt pour la problématique de gestion de boîtes partagées, quoi. On l'avait un petit peu testé chez Contournement, mais finalement on était parti plutôt sur Polymail, parce que nous on gère chacun nos boîtes. Et ensuite, enfin bref, je vous passe les détails, c'est pas forcément hyper intéressant, même si c'est quand même aussi un sujet de productivité qui peut être intéressant. Et salut Morad aussi, qui est là, et que l'on salue. Et on continue, du coup, générer des quiz. Bon, écoutez, j'ai l'impression que ce matin, il n'y a pas grand-chose de très intéressant sur Producton. Donc comme de toute façon, on a plein de sujets,
Alors, de l'IA pour gérer vos investissements. Alors ça, très franchement, je pense que c'est assez dangereux, mais pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter, il y a un compte Twitter où il y a quelqu'un qui pilote en fait des investissements avec ChatGPT. Et apparemment, pour l'instant, ses performances sont meilleures que le S&P 500, là, S&P 500. Bon, après, voilà, pourquoi pas. Et salut Soufiantac, merci pour le follow. Donc, il parle que d'outils. Alors nous, on est donc effectivement, bienvenue sur la chaîne de No Code France, où donc c'est la chaîne de l'association et de la communauté No Code France. On parle principalement d'outils No Code, donc on parle pas beaucoup de code, même si évidemment tous ces outils No Code ont été codés. Et on est plus particulièrement, moi dans mon émission et dans mon activité avec ma société Contournement, on est plus spécialisé dans ce qu'on appelle les no-code ops, donc qui est tout ce qui a un lien évidemment avec le mouvement DevOps, mais on n'est pas du tout sur des problématiques de DevOps, d'infrastructure, etc., mais plutôt d'organisation et d'opération interne, donc c'est le ops d'opération interne, voilà, où on travaille sur la productivité, donc on regarde un petit peu les outils. Alors, Product Hunt, on regarde un petit peu aussi parce que ça nous fait un bon sujet de conversation. Mais ensuite, on va parler de Airtable, de toutes les news, de tous les outils d'automatisation et d'organisation. Voilà, la petite mise à jour. Et on continue. On continue pas, on va s'arrêter là parce que très franchement, je trouve qu'il n'y a rien de très intéressant aujourd'hui. Et donc, on va passer à la veille sur les outils avant de faire notre petit focus sur l'IA et Zapier. Alors, notre outil, un de mes outils favoris, Airtable, même si je dois dire que dans le podcast de Contournement, cette semaine, vous aurez une interview de Olivier Maes, qui est un des cofondateurs de Baserow. Donc Baserow, qui est une alternative open source à Airtable, un outil très intéressant que je pourrais inclure aussi dans cette veille, mais j'avoue, il y a quand même beaucoup de choses à évoquer, mais vous avez cet épisode de podcast qui sortira demain, où vous allez pouvoir en savoir plus sur Baserow, qui est un outil quand même très intéressant. Et voilà, alors Airtable, ils ont enfin mis à jour cette fameuse page, donc toujours avec un petit peu de retard, donc ils ont mis à jour donc les nouveautés. Je vous mets d'ailleurs le lien pour la peine, merde, hop, je vous mets le lien. Il y a des news chez Airtable. Alors, ils ont mis à jour les charts. Donc ça, c'est un des... Alors ça, je dois être, pour être tout à fait honnête, donc j'ai dit que j'aimais beaucoup Airtable, mais quand même, tout ce qui est graphique et data visualisation, c'est vraiment un des très très gros points faibles d'Airtable. On est vraiment sur des choses très basiques. D'ailleurs, donc comme on le voit, ils viennent tout juste d'ajouter alors les stack charts. Je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs. C'est les histogrammes empilés, je crois. Je sais pas. Il doit y avoir un nom. Empilé, c'est pas le bon mot. Mais en tout cas, ça c'est un histogramme. Mais quand on met en fait plusieurs valeurs en fait dans un histogramme, quoi. Donc voilà. Donc ils viennent juste d'ajouter ça. Donc voilà, ça vous montre un petit peu l'état où ils en sont. Alors, Apps by Airtable, ça, ce sont des applications avec de l'IA. On va revenir dessus tout de suite après. Ils ont redesigné effectivement la vue de partage. Alors ça, c'est très ennuyeux parce que je vais devoir changer ça encore une fois dans nos formations. Mais cela dit, c'est assez bien fait. C'est-à-dire que la vue de partage est assez bien fait. Elle est un petit peu condensée. C'est vrai qu'il commençait à y avoir beaucoup de choses dedans. Donc, ils l'ont un petit peu redesigné. C'est une nouveauté. Ne soyez pas surpris. J'ai eu le cas hier. J'étais un petit peu surpris. Mais vous verrez que c'est assez bien fait. Ça va un petit peu moins vite pour partager. Mais en fait, c'est vrai que dans Airtable, maintenant, le partage englobe beaucoup de choses. Notamment, potentiellement, la synchronisation. Donc, forcément, ils étaient obligés de mettre ça à jour. Alors dans le designer, ils ont fait des modifications ici. Alors ça, ils ont ajouté une barre, la possibilité de mettre une barre à gauche, donc pour construire des vraies applications dans l'outil d'interface. Clairement, ça c'était nécessaire. Donc on voit que ça commence à se rapprocher quand même d'outils et de choses qu'on pourrait faire dans Stacker. Donc ça, c'est très intéressant. Donc il va vraiment falloir, je le dis très régulièrement ici, mais il va vraiment falloir que j'ajoute toute la partie interface dans nos formations. Ça sera plutôt pour la rentrée 2023, mais voilà, mais ça commence à devenir très très solide au niveau des interfaces. Il y a le two-way sync, ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. La synchronisation, donc vous le savez, depuis 1 an à peu près, on peut synchroniser des bases de données entre elles, des tables entre différentes bases de données. C'est unidirectionnel,
jusqu'ici, mais maintenant pour le plan entreprise, donc qui est quand même un plan assez inaccessible, pour l'instant, enfin en tout cas si vous n'êtes pas une entreprise avec un certain nombre d'utilisateurs, mais en tout cas pour les entreprises, maintenant la synchronisation peut aller dans les deux sens, donc ça c'est aussi quelque chose d'assez important à noter. Et pour les entreprises aussi, cette notion de verified data, ça c'est un sujet qui est un petit peu plus compliqué, qui est le sujet de la gouvernance globalement, qui est le sujet vraiment de ce que Airtable veut apporter aux entreprises, à savoir être la source unique de vérité. Et donc ça permet en fait d'avoir des jeux de données qui sont vérifiés. En fait, ça permet de gérer la gouvernance, c'est-à-dire que les équipes marketing peuvent être maîtres sur les données du marketing, assurer qu'elles sont vérifiées et potentiellement les partager, et partager uniquement ce qu'ils veulent au reste de l'entreprise. Enfin voilà, c'est un petit peu complexe, j'avoue, je maîtrise pas non plus forcément hyper bien tout ça de toute façon. Donc voilà. Mais ça, c'était les news d'Airtable. Et donc, la grosse news, évidemment, on l'attendait, Airtable se met à l'IA. Évidemment, et on commençait à se dire un peu qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'Airtable n'a rien annoncé par rapport à l'IA, mais ils ont annoncé il y a quelques semaines, je suis un petit peu en retard là quand je vous dis ça, mais ils ont annoncé quelque chose. Ils ont fait un post, alors ça on en a parlé la semaine dernière, il n'y avait rien de nouveau, mais ils ont annoncé en fait, ici, si vous venez, attendez, je vais venir ici, donc il y avait un post en fait, voilà, ici, que je vous partage et qui amène ensuite autre chose. Donc en fait, en gros, ils expliquent en fait qu'ils vont vous permettre d'améliorer le contenu de vos bases de données grâce à de l'IA. En gros, ça c'est ce qu'ils expliquent dans cet article d'update. Et donc quand on clique en fait ici, il y a un lien ici vers Airtable AI. Alors attention, ça n'est pas encore disponible, il faut join the waiting list. D'ailleurs, peut-être que je vais le faire. Ici, il y a un formulaire Airtable à remplir. Alors, je ne vais pas le remplir en live, mais il ne faut pas que j'oublie de le faire. Donc je vais l'ouvrir ça dans un nouvel onglet et le mettre un petit peu plus loin. Mais donc en gros, comment ça fonctionne? Eh ben en fait, c'est assez proche, même si c'est bien plus loin, mais c'est assez proche du fonctionnement de Glide. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais montré comment dans Glide, on peut très facilement, dans sa base de données Glide, en fait, traiter des données qui viennent d'un champ ou de l'interface et les envoyer à une API, par exemple l'API d'OpenAI. Et en fait, vous allez retrouver cette donnée tout de suite dans un champ de base de données. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est vraiment... En fait, vous avez une base de données, vous avez différentes colonnes, et vous allez faire une colonne où vous allez dire, cette colonne, je veux que ce qu'il y a dans cette colonne est le résultat d'un appel à une API qui est par exemple l'API d'OpenAI. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est très facile à mettre en œuvre. Vous dites, tu prends l'information qu'il y a dans la colonne A, et dans la colonne B, je veux un résumé par exemple du texte qui est dans la colonne A. Vous n'avez rien de plus à faire, vous n'avez pas à faire de programmation visuelle, vous n'avez pas à programmer de workflow. À chaque fois que vous aurez une donnée qui change dans la colonne A, la colonne B va se mettre à jour. Et donc là, quelque part, c'est un petit peu pareil ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire, vous le voyez ici, en fait, vous allez configurer, vous allez créer un champ qui va être un champ AI, qui va prendre des informations dans votre base de données et qui va vous générer, par exemple, du texte. Et donc, qui va venir se stocker dans votre champ. Vous pouvez faire pareil avec des images, par exemple. Vous prenez une image et vous faites une description par rapport à cette image et ça va venir vous peupler un champ. Donc, vous voyez, tout est un peu... donc, c'est assez malin, je trouve. Une manière de faire assez maligne, c'est pas la révolution, mais ça vous permet d'avoir... Aujourd'hui, vous pourriez le faire en fait. Déjà, vous pourriez faire tout simplement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne dans votre base Airtable, vous utilisez Make, vous faites une automatisation, vous appelez l'API d'OpenAI, par exemple, vous faites votre résumé et vous ramenez l'information dans Airtable. Mais là, c'est tout intégré. Avoir le pricing, évidemment... alors, ça sera disponible pour cet été. Ils disent pas combien ça coûtera. Ça sera peut-être intégré dans le plan de pricing, donc à voir. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve pas ça non plus révolutionnaire. Mais en tout cas, c'est une bonne approche pour permettre d'avoir de l'IA au niveau du contenu. C'est toujours, je le répète chaque semaine,
pour moi, dans les outils no-code, il y a globalement deux manières d'intégrer de l'IA. Il y a intégrer de l'IA pour vous aider à utiliser l'outil no-code, ou alors utiliser de l'IA pour améliorer le contenu de ce que vous mettez dans cet outil no-code. Donc on trouve les deux, mais vous le voyez, c'est pas du tout un usage de l'IA qui va vous aider à modéliser vos données, par exemple, ou quelque chose comme ça. Voilà, salut Xavier. On était en train de réagir justement à Airtable AI qu'on avait évoqué un petit peu la semaine dernière et que vous aviez évoqué dans le No Code Game il y a déjà 2 semaines. Voilà, écoutez, je trouve qu'il n'y a rien vraiment de plus à dire là-dessus. Allez voir, je vous mets le lien, inscrivez-vous pour si vous voulez être inscrit sur la waiting list. Et puis évidemment, on testera ça quand on aura accès, probablement voilà, cet été, on a un petit peu de temps encore. On continue notre veille très rapidement au niveau de Zapier, et Zapier, on va y revenir évidemment pour faire un petit focus sur un peu toutes les news qu'ils ont annoncées. Sur leur blog, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Alors, quels sont les... Alors ça, vous voyez, ce sont tous les outils qui permettent de générer du texte grâce à de l'IA qui sont intégrés dans Zapier. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup. Il y en a certains, d'ailleurs, ça fait longtemps. Hein. C'est intéressant parce que, évidemment, OpenAI et ChatGPT ont vraiment mis ça sur le devant de la table, mais en fait, il y a des outils qui sont en fait disponibles depuis un certain temps. Donc voilà, genre par exemple Jasper, si je dis pas de bêtises, ça existe quand même déjà depuis quelques temps, pas forcément plus très longtemps parce que ça repose sur GPT, mais déjà GPT-3 était accessible depuis un moment. Donc voilà, c'est assez intéressant. Bon, c'est un petit article, vous pouvez aller voir sur le blog. Je vous mets le lien ici vers le blog de Zapier. Moi, ce que je voulais voir, ici, c'était ça. Quels étaient les 5... Alors, les meilleurs... Ah, c'est les apps de news. Ah oui, non, ok, c'est pas ça que je voulais voir. Je pensais que c'était les 5 meilleures apps de 2023, mais en même temps, 2023 n'est pas encore terminé, donc ça paraît un petit peu logique. Dans les apps de news, on s'en fout un peu. Ouais, non, les apps de news, on s'en fout un peu. Bah écoutez, rien de fascinant là-dedans. Quels sont les 6 meilleurs outils de transcription de 2023 ? Ça m'intéresse à la limite. C'est marrant parce que c'est vraiment des articles pour le SEO. Hein. Franchement, Zapier, c'est vraiment les spécialistes du SEO, mais cela dit, c'est bien fait. Alors, il parle pas de Whisper. Parce que très franchement, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je trouve que Whisper, le modèle, enfin l'outil de transcription d'OpenAI est absolument fabuleux. Très franchement, maintenant on l'utilise, on va transcrire toutes nos formations avec, enfin transcrire et surtout avoir les sous-titres. Et honnêtement, là je l'ai testé déjà pas mal de fois. Alors évidemment, il y a certains noms propres qu'il reconnaît pas, et encore, je suis vraiment fasciné à quel point il reconnaît je sais plus, j'ai donné un nom d'outil l'autre fois, qu'il a reconnu, qui était assez... Alors voilà, par exemple, oui, j'ai transcrit le podcast avec Olivier de Baserow. Bon, bah, Baserow, par exemple, il connaît pas. Ou alors, c'est peut-être la manière dont je dis Baserow. Peut-être qu'il faudrait que je prononce plus à l'anglaise. Mais donc, il le reconnaît pas. Donc, il écrit des orthographes un petit peu bizarres. Mais sinon, la transcription est vraiment incroyable. En plus, il reconnaît le fait qu'il y a 2 speakers différents, qu'il y a 2 personnes qui parlent différents. Non, franchement, c'est absolument incroyable, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est Whisper AI, l'outil de transcription qui est assez fabuleux, que l'on avait utilisé la semaine dernière d'ailleurs à travers Glide. Mais vous voyez, Glide en fait vous abstrait ça, il vous permet de l'utiliser très facilement. Donc vraiment, allez voir. Du côté de Notion, pas de news. Il n'y a eu pas eu de news du tout en mai du côté de Notion. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles de chez Notion. Je ne sais pas s'il y a que si vous avez des nouvelles, s'il y a s'il y a un ambassadeur. J'ai regardé en même temps le commentaire de Xavier, ça m'a fait bugger. Je sais pas s'il y a un ambassadeur de chez Notion qui nous regarde ou un power user. N'hésitez pas si vous avez des news de Notion. Moi, je m'inquiète. Ça fait 1 mois quasiment qu'il n'y a eu aucune news de chez Notion. Donc voilà. En même temps, je l'espère, mais juste ce qui me fait peur, c'est que là, je viens de retourner intégralement notre formation Notion débutant et j'ai peur qu'ils nous sortent une énorme news, un truc qui va tout changer et je vais être dégoûté. Donc voilà, donc donc j'ai un peu peur de ça, mais voilà. Et donc oui, sur Whisper effectivement est complètement open source, vous pouvez l'héberger vous-même ou alors utiliser des services qui l'hébergent, donc c'est vraiment super.
Ouais, enfin, c'est assez facile de l'utiliser à travers des API, mais aussi de pouvoir y avoir accès, de l'héberger soi-même sur Hugging Face, je crois, ou sur des choses comme ça. À voir. Est-ce que du coup, tu l'héberges, toi, tu t'héberges une instance de Whisper, Xavier, ou qu'est-ce que... Bon, en attendant, on ferme ça et on va revenir justement sur, ah oui, sur un VPS. Donc, tu héberges une instance. Ouais. Mais je pense que c'est relativement facile à faire. Donc, enfin, facile. Après, évidemment, bon, nous, on a des compétences un petit peu plus d'un petit un background technique évidemment qui nous aide à ça, mais c'est le genre de choses où il y a des tutos, etc. Moi, je sais, pour avoir déployé beaucoup de machines sur Digital Ocean, il y a des choses, il y a des images déjà qui sont faites, qui peuvent, si vous suivez juste le tuto, même s'il y a des lignes de commande, des choses comme ça à taper, vous allez pouvoir vous en sortir. Euh, d'ailleurs, c'est dommage que tu aies fait ça, Xavier, puisque on avait prévu un budget pour Baudouin avait demandé un budget pour pouvoir utiliser AppyScribe, donc pour pouvoir faire justement les transcriptions et les traductions. Mais si tu le permets de le faire gratuitement, bah, si tu veux, l'association de Code France pourra payer ton VPS, quoi. Parce que c'est un truc très intéressant, c'est que donc l'association de No Code France, je fais une petite aparté, et je reviens après sur N8N, mais l'association de No Code France a un petit peu... Salut Pierre, justement, qui nous rejoint, évidemment. On parle de l'association de No Code France, évidemment, Pierre apparaît. Et donc, c'est intéressant parce que donc on a fait un petit appel à projet pour essayer de dépenser un petit peu de l'argent de l'association. Non pas que l'association soit très riche, mais on sait pas dépenser. En fait, on dépense un petit peu d'argent dans les outils. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, et ça, c'est l'exemple de Xavier le montre bien, c'est qu'on est une communauté vraiment de makers. On fait beaucoup de choses nous-mêmes. Et donc, en fait, on se débrouille toujours pour contourner les limites et mettre en place des choses, etc. Donc, je trouve ça assez drôle. On a un petit peu de mal. Donc voilà, si vous avez des idées, on refera un appel à projet, je pense, au mois de juin. Donc préparez vos idées et aidez-nous à dépenser un petit peu de l'argent de No Code France. Évidemment, le dépenser au service du no-code et de la communauté. Vous ne commencez pas à nous demander l'argent pour payer des verres et des choses comme ça. Ça, ce n'est pas l'intérêt. Donc voilà. Et oui, l'appel à projet est terminé. On a eu 3 projets. Bah, tous les projets, du coup, il y avait, tout on a fait un vote. Tous les projets ont été acceptés. Donc, il y a un budget éventuellement pour faire de la transcription, mais on n'aura pas forcément besoin. Donc voilà, mais c'est très intéressant, Xavier. On pourra en reparler. Et salut Aurore qui nous rejoint également. Écoutez, alors je vais revenir sur N8N, puisqu'on avait parlé la semaine dernière d'N8N. Justement, Xavier avait abordé la question sur le no-code game, et puis tout ça n'était pas très clair. Et donc j'ai creusé un petit peu la question pour quand même que ça soit bien clair. Donc N8N a arrêté en fait des plans payants qu'ils avaient pour leur version auto-hébergée, ce qu'on appelle le self-hosted, donc ici le self-hosted team plan. Ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'il y a eu j'ai eu l'impression qu'il y avait des incompréhensions, c'est que tout le monde a dit ah mais c'est fini, on peut plus héberger soi-même N8N. Non, c'est pas du tout ça. N8N peut toujours être hébergé, mais comme pour beaucoup d'outils open source, il existait 2 versions de N8N que vous pouviez héberger. Une version community, qui était gratuite et qui est toujours gratuite. Ici, si vous cliquez sur je sais plus, voilà, sur l'installation, il est toujours possible d'installer N8N vous-même. C'est la version community. Si vous êtes en fait ici sur le pricing d'N8N, je vais revenir, je sais plus où j'étais, voilà, sur le pricing ici. Maintenant, ils ont décidé de mettre l'accent uniquement sur leur plan cloud, ici. Donc c'est Starter et Pro, c'est leur plan cloud, parce qu'ils expliquent que c'est ce qui correspond à la plupart de leurs demandes. Et pour les entreprises, il y a toujours la possibilité de faire du self-hosted entreprise. Et donc ça, c'est payant, même malgré que ça soit self-hosted, puisqu'il y a une version entreprise de N8N que vous pouvez héberger, qui a plus de fonctionnalités. Néanmoins, ici, et c'est en tout petit, mais c'est quand même possible, vous avez une version de N8N qui est disponible sur GitHub et que vous pouvez héberger vous-même. Et
vous avez ici des guides d'installation. Et typiquement, vous pouvez l'héberger avec DigitalOcean, et je l'ai fait, j'ai une instance d'N8N qui tourne avec DigitalOcean, et très franchement, c'est très facile à mettre en place. Alors encore une fois, je dis ça, bon, je reconnais que j'ai travaillé là-dedans pendant longtemps, néanmoins, je pense très sincèrement, et on peut vous aider, il y a une guilde d'ailleurs open source, si vous avez des questions, si vous voulez héberger ça, n'hésitez pas, mais il y a des docs qui sont très bien faites et vous pouvez y arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc voilà, donc j'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est important et je trouve que c'est un move qui est tout à fait logique. C'est-à-dire que si vous avez besoin des fonctionnalités avancées et que vous voulez héberger vous-même, vous allez vous retrouver dans ce contexte-là d'entreprise et ça, c'est aussi tout à fait possible. Donc, il n'y a aucun problème, vous pouvez toujours héberger vous-même si vous êtes une entreprise et avoir accès aux fonctionnalités les plus avancées, comme, en fait, ici, j'ai retrouvé l'ancien article qui datait, en fait, du début de l'année, donc en fait, ils l'ont sunset assez vite, mais le Team Plan avait, en fait, des fonctionnalités comme le credential sharing, des choses comme ça, qui sont importantes pour un usage partagé en entreprise, mais que vous, si vous voulez héberger votre propre... comment dire, Putain, je bug un peu parce que je lis les messages des fois en même temps, donc mais votre propre instance, si vous l'utilisez tout seul, vous n'avez pas besoin de toute façon de ce genre de choses, le workflow sharing, credential sharing. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours héberger et ça c'est très important. Et ce qu'ils ont arrêté également, et ça n'est pas exactement ce que tu dis, si je peux me permettre, Xavier, ce n'est pas la version locale, c'est la version desktop, enfin on peut dire c'est la version locale, mais en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que la version desktop ce n'était qu'un packaging en fait du noyau de N8N. Si vous voulez utiliser N8N sur votre ordi, c'est toujours tout à fait possible et c'est relativement simple. À nouveau, je reviens ici, c'est en fait la même chose si vous allez ici, vous lancez avec une commande npm, vous tapez cette commande-là, c'est une commande, et vous allez avoir N8N sur votre ordinateur. Et je peux vous dire, je l'ai fait, là je vais pas le faire parce que ça prend quand même 5-10 minutes, mais ça change rien. Et donc, effectivement, Olivier, alors je n'ai pas regardé le détail, mais il me semble que c'était juste un wrapper Electron, effectivement. Donc voilà, à vérifier, très franchement, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, j'insiste sur le fait que vous pouvez toujours l'utiliser. Et en fait, vous pouvez regarder hein, le chat qu'il y avait ici ensuite, il y avait quand même pas mal, la plupart des gens disaient oui effectivement la version desktop c'était bien. En fait la version desktop a été intéressante je trouve pour l'évangélisation, elle permettait notamment à des gens de la communauté no-code qui n'ont pas de background technique d'utiliser N8N facilement, mais très franchement je peux vous assurer, encore une fois, hein, moi j'ai envie de dédramatiser la ligne de commande, je trouve que c'est hyper important. Je pense que maintenant, que ça soit sur Mac, sur Windows également, où il y a la possibilité avec PowerShell ou même d'avoir accès à une ligne de commande ou sur Linux, bon évidemment. Mais voilà, comme le dit Olivier, hein, sur macOS, voilà, vous faites un bourg install node, npm. Ça, c'est vraiment très simple. Donc, n'ayez pas peur de la ligne de commande, c'est pas parce que c'est du code, il faut apprendre ça. Et d'ailleurs, ChatGPT peut beaucoup vous aider sur la ligne de commande. Et ça, j'en reparlerai dans une vidéo, je pense, parce que c'est un sujet qui m'importe. Moi, je suis un fan de la ligne de commande, évidemment. Donc, c'est aussi pour ça que j'essaye de vous dire ça. Mais voilà, donc, je trouvais ça important d'expliquer un petit peu plus ce move d'N8N pour qu'il ne soit pas mal interprété. Et voilà, c'est normal qu'ils concentrent leurs ressources. Et voilà, et c'est toujours un outil très intéressant. Et pour répondre à ta question, Matt, je ne peux pas l'affirmer, mais je pense très sincèrement qu'ils vont continuer à faire évoluer la version community, parce qu'en fait, la version community, alors, vraiment, je veux pas dire une connerie, hein, mais c'est le noyau d'N8N de toute façon est le même. En fait, la version community, ça reste le noyau d'N8N qu'il développe très régulièrement. D'ailleurs, si vous regardez ici vous pouvez aller voir où est-ce qu'on a ici attendez, je vais vous regarder les release notes. Vous voyez ici les release notes. Ça, en fait, c'est la version d'N8N, c'est la même. Enfin, c'est toujours la même qui sert en fait de cœur. Et donc, voilà. Ensuite, par contre, la version entreprise, celle-là comporte des fonctions en plus, des choses comme ça, que vous allez avoir qui vont venir. Mais je pense que le noyau est toujours le même. C'est pas des branches séparées, quoi. Donc voilà, mais n'hésitez pas à aller regarder ça, et voilà.
Hop, et on va s'arrêter ici. Je vais rouvrir, hop, là. Donc voilà, effectivement, comme le précise Virtual Code, c'est assez actif, donc clairement, voilà, il n'y a pas de problème. Oui, alors la ligne de commande, on peut faire des bêtises, mais voilà, après, normalement, vous devriez réussir à ne pas effacer tous les fichiers de votre ordi, etc., juste en installant N8N. Alors, revenons, on n'a pas parlé de Make. Il n'y a pas beaucoup de news dans Make. Il y a une petite news assez intéressante que j'ai trouvée, qui est très franchement, qui n'est pas technique. Mais ils ont ajouté une fonctionnalité qui fait que on peut, dans Make, activer un truc qui fait que ça va, si vous arrivez au bout de votre forfait de tâches, donc Make, outil d'automatisation, hein, donc à chaque fois qu'une automatisation se déclenche, vous avez des tâches qui se consomment. Si vous arrivez au bout, vous pouvez lui activer un système maintenant qui va acheter automatiquement des opérations supplémentaires. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de mieux dormir la nuit, comme ils le disent un petit peu en blaguant. Mais c'est vrai que ça vous évite en fait si vous avez des scénarios vraiment critiques qui s'arrêtent juste parce que vous n'avez pas payé, c'est un peu dommage. Enfin, si vous êtes dans un contexte professionnel, c'est pas forcément question du prix. En plus, les tâches de mec ne coûtent pas très cher, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une bonne fonctionnalité. Bon, ils ont ajouté des fonctionnalités. Alors ça doit être par rapport à l'autre, quand il y a des connexions. Ça, je sais pas, peut-être qu'ils ont fait un truc un petit peu plus clair. Alors c'est marrant parce qu'il y a plein de blagues. Je sais pas, j'avais pas jamais fait attention en fait dans les autres, mais là dans ces release notes, il y a une blague ici à propos du sommeil. Ici il y a une blague Flaky is only good for pastries. Alors ça va pas être facile à traduire, mais attendez, je vais demander à ChatGPT je vais demander à ChatGPT d'expliquer cette blague, parce que je la comprends en anglais, mais ça va être un petit peu dur à traduire. Flaky, c'est un mot, d'ailleurs, alors ça n'a rien à voir avec le no-code, mais flaky, c'est un mot que je trouve très intéressant, parce que je trouve que, en termes de génération, nous sommes devenus, les gens sont devenus très flaky, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas au rendez-vous, etc. Annulent les rendez-vous au dernier moment. Enfin voilà, flaky, ça veut dire ça en anglais, c'est être un petit peu pas fiable. Et donc, mais c'est un mot, je trouve, qui est très dur à traduire en français. Donc, je vais demander à ChatGPT. Joke in French. Je partage pas mon écran. Je vais vous. Alors, hop là, je vous mets la. Donc, cette blague joue sur le double sens du mot flaky en anglais, qui est à la fois écaillé et peu fiable. Le jeu de mots repose sur l'idée que flaky ne convient qu'aux pâtisseries. Flaky est une personne peu fiable et peu digne de confiance. Je pense que c'est très mal expliqué, comme quoi ChatGPT n'est pas non plus si intelligent, parce que je pense pas que c'est pas le nom. Je pense qu'il a compris le double sens, mais pas le fait que ça ne fait pas référence à une personne. Bref, bon, là, j'ai complètement divergé. En plus, il est 8h40, il faut vraiment passer sur le sujet de Zapier, mais voilà. Flask, effectivement, ouais, mais en fait, le problème, c'est que Flask, en anglais, floconneux. Floconneux, ça peut être bien parce que floconneux, ça peut marcher. Parce qu'on peut peut-être vouloir qu'une pastry, donc une pâtisserie, soit floconneuse. Je sais pas, c'est un peu bizarre, mais peut-être soit un petit peu aérée, un petit peu. Alors que flasque, on veut pas qu'une pâtisserie soit flasque. Donc voilà. Bon, bref. Il y a une blague aussi ici. Non, mais c'est vraiment très étrange. Je sais pas. Est-ce que vous aviez remarqué déjà que les release notes de Make avaient beaucoup de blagues? Là, c'est pareil, c'est une blague spell check. Celle-là, elle est plus facile à traduire. Spell check, ça veut dire la correction d'orthographe, hein, vérifier l'orthographe de quelque chose en anglais. Sauf que Integromat était à l'origine, les cofondateurs sont tchèques et la boîte est toujours basée à Prague, même si ça a été racheté par une boîte allemande. Donc voilà, donc ils ont écrit spell check comme ça. Voilà, bref, voilà, je vous laisse aller regarder ça. Et si quelqu'un a une bonne explication du jeu de mots de Flaky is only good for pastries, on pourra en parler. Voilà, mais parce que Flaky est un mot plutôt négatif, hein. Donc voilà, donc on va pouvoir. Alors s'il continue à faire ça, chaque semaine on va pouvoir s'amuser à trouver les rêves des blagues de Make. Voilà.
Donc c'est bien, ça vous fait travailler un petit peu l'anglais, les jeux de mots en anglais aussi. Bon, voilà, on a complètement divergé. Est-ce que j'ai raté quelques messages? Alors, toujours pas possible sur le plan gratuit d'acheter des opérations? Non, mais je sais pas, je pense pas. Mais bon, allez, on s'arrête là et on va passer sur Zapier parce qu'il y a plein de choses dans Zapier qui sont intéressantes. Donc Zapier, en fait, ils ont... De toute façon, vous n'avez pas pu vraiment passer à côté. Ah, et Flamby, c'est pas mal. Flamby, ça c'est une ref typiquement française, donc ça peut être intéressante. Je vous copie ça. On va parler un petit peu de Zapier. Euh, et on pourra une autre fois débattre de est-ce que les gens sont devenus flaky ou quoi. Mais donc, passons à le. Je bug sur toutes ces références. Donc, l'IA et Zapier. Alors, Zapier, moi je trouve que Zapier c'est un peu on fire pour prendre un mot anglais, est en feu. Parce que depuis la fin de l'année dernière, moi je trouve que Zapier va très très vite et propose des choses incroyables. Donc je ne vais pas vous rappeler tout l'histoire de la Sainte Trinité, etc. Mais bon, Zapier, déjà, ils sont en train d'évoluer vers vraiment un outil qui permet de créer des applications complètes, des applications internes, des outils internes. Et donc ça, c'était déjà un très très gros move, je trouvais, qui fait que je trouve que Zapier est un outil vraiment à suivre en 2023. Mais là, depuis quelques mois, ils ont en plus de l'IA à mort, donc ils ont un partenariat complètement privilégié avec OpenAI, qui est la boîte d'IA quand même la plus chaude du moment, même si on reparlera évidemment de Bard, de Google, qui quand même a l'air intéressant, de Facebook aussi, qui a quand même depuis très longtemps aussi des modèles d'IA très puissants. Bref, on reparlera de tout ça, mais bon, quand même, voilà. Donc, Zapier a écrit tout un email enfin tout un message sur voilà l'IA et Zapier, etc. Et donc il y a plein de choses qu'ils ont ajoutées. Donc il y a plein évidemment d'outils d'IA qui se connectent à Zapier, mais parce que Zapier de fait aux États-Unis en tout cas est l'outil d'automatisation par excellence. D'ailleurs, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous montrais AudioPen, qui est un outil très intéressant que j'ai fini par payer. D'ailleurs, en fait, j'ai décidé de pas refaire dans Glide. En fait, je préfère utiliser AudioPen, je trouve que c'est très beau. Et franchement, c'est un maker indépendant qui fait ça et je trouve ça magnifique. Et donc, en fait, AudioPen, par exemple, donc, qui permet de prendre des notes vocales, de les transcrire, et ben, a une intégration Zapier. Donc, en fait, ils n'ont pas besoin de se casser la tête à se dire on va s'intégrer avec tel outil. Ils s'intègrent juste à Zapier. Et vous voulez envoyer vos AudioPen dans Airtable ou dans Drive ou dans je sais pas quoi, vous passez par Zapier. Ils n'ont pas besoin de créer toutes ces automatisations. Donc, c'est assez intéressant. Donc, Zapier, de fait, sans notion d'IA, de toute façon, est incontournable pour ces choses-là. Sauf qu'en plus, ils ont un partenariat privilégié qui fait que ils ont un plugin ChatGPT qu'on va aller tester parce que je viens juste d'y avoir accès, j'ai pas eu encore l'occasion de le tester. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, ils intègrent de l'IA, donc eux aussi, et vous le voyez ici, pour vous aider à mieux utiliser Zapier. Donc ça, c'est l'autre usage. Je vous parlais tout à l'heure de Airtable qui vous permet d'utiliser de l'IA pour votre contenu dans vos bases Airtable, mais qui ne vous aide pas à utiliser Airtable plus facilement, en tout cas pas pour l'instant. Et bah par contre, Zapier, eux, ils travaillent sur les deux tableaux, mais surtout, là, je trouve ça vraiment très intéressant. Alors très franchement, ça marche pas de ouf, hein, je vous le dis tout de suite, mais je trouve ça vraiment très intéressant que là, maintenant, ils testent cette idée que vous allez pouvoir no-coder, mais là vraiment no-coder non plus avec une interface graphique, mais en texte. Donc quelque part, on revient en fait à la programmation textuelle, mais bon, ça c'est un autre débat, on en parlera plus tard. Mais voilà, par exemple, on voudrait lui dire, qu'est-ce qu'on voudrait lui dire par exemple, save attachments from Gmail into Drive and then into Airtable. Bon, alors là, très franchement, il n'y a pas besoin d'être hyper intelligent non plus pour comprendre ça, puisque là, j'ai mis déjà juste avec les mots-clés, là, il peut reconnaître vraiment des applications, mais bon, voilà. Il n'empêche que, voilà, là, j'ai tapé juste une phrase en anglais, je fais generate. Je me demande si ça aurait marché si j'avais tapé en français, on va essayer après. Et donc là, hop, un petit gif sympathique, et donc ça me crée un... Alors c'est intéressant parce que... Alors c'est très intéressant.
C'est très intéressant parce qu'il a fait un truc que je m'attendais pas forcément. Donc il a fait New Attachment et Upload dans Dropbox. Donc ça, c'est jusqu'ici, bon, Drive, il aurait pu comprendre que c'était Google Drive, mais en même temps, Dropbox c'est aussi un drive quelque part, un cloud drive en ligne, quoi. Alors pourquoi il m'a rajouté une production Auphonic, ça, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que hier, j'ai fait toute une automatisation, une grosse automatisation qui utilise Auphonic. Auphonic, c'est un outil que j'utilise pour faire du traitement de mes podcasts et de nos vidéos de formation. Et donc, pourquoi il m'a rajouté ça, je ne sais pas, ça n'a aucun rapport. Mais il y a quand même un truc intéressant, c'est que ça me laisse présupposer que Zapier, ici, dans son outil d'IA, alimente avec quand même vos données de vos autres apps. Donc, ce qui peut être très intéressant. Ensuite, il me fait une transcription. Je ne sais pas pourquoi, je ne lui ai pas demandé ça dans la phrase, mais pourquoi pas. Et ensuite, par contre, il me le met bien dans Airtable. Et c'est intéressant parce que, quelque part, c'est un petit peu l'automatisation que j'ai fait hier. Mais bon, donc c'est un peu étrange. Mais bon, voilà, je ne sais pas du tout pourquoi il a mis Auphonic, mais voilà. Ajoute les pièces jointes de mes emails Outlook dans Box, Attends, on va mettre dans Google Drive cette fois, puis dans Airtable. On va voir ce que ça donne là. Bon, alors déjà, a priori, il a pas tiqué sur le fait que c'était en français, donc ça c'est cool. Et voilà, il m'a fait à peu près. Alors, il m'a créé une inbox. Après, c'est vrai que les emails, ça peut un peu laisser, un peu porter à confusion, mais bon, pourquoi pas. Et donc là, c'est intéressant. Petit apprentissage supervisé, vous pouvez lui dire oui ou non, comme ça, lui, il entraîne le modèle aussi par rapport à ça. On peut voir d'autres exemples. Bon, donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Et puis, si jamais ça marche pas, bah, vous pouvez toujours créer from scratch. Très franchement, l'interface de Zapier, quand on crée un Zap, je dois reconnaître, par rapport à si je compare avec Make, que je trouve que créer un Zap dans Zapier, c'est simple et lisible, mais c'est un peu fastidieux. C'est un peu lent. Ça, je le reconnais aisément. Je peux laisser ça aux partisans de Make. Je ne sais pas si Lilian écoute toujours. Mais par contre, je trouve que c'est hyper lisible. Très franchement, enfin moi j'adore créer des automatisations dans Zapier. Néanmoins, je reconnais que c'est un peu lent. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que quelque part, je trouve gagner un petit peu de temps avec l'IA, c'est pas négligeable. Après, ce qui serait intéressant, c'est qu'il aille un peu plus loin et qu'il vous configure les applications. Par exemple, un truc qui est vraiment pénible dans Zapier, qui est pas beaucoup moins pénible dans Make, mais quand même un peu moins, c'est de configurer quand on veut ajouter un champ dans Airtable, aller choisir la base de données, puis la table, puis ajouter le champ. L'enregistrement, c'est quand même assez pénible. Donc, voilà, pourquoi pas. On verra, on est au tout début de ça, évidemment, c'est en bêta, ils auraient même peut-être mettre plus alpha, franchement. Ils ont mis les interfaces en alpha pendant longtemps. Je pense que là, ils auraient pu mettre peut-être alpha, ça aurait été un petit peu plus pertinent par rapport au niveau de sophistication du truc. Et deuxième truc que je voulais vous montrer. Alors, au passage, je me demande quand même quand Make va proposer un truc comme ça. Est-ce que Make va proposer un truc comme ça? D'ailleurs, ça c'est plutôt la question qu'on devrait se poser. Peut-être que Make ne va pas aller dans cette direction. Make est un outil un peu plus avancé qui s'adresse à des gens qui sont un peu plus à l'aise. Donc peut-être que ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc voilà, hein, ça c'est aussi des partis pris. Zapier est dans sa logique. Zapier est un outil extrêmement qui se veut très accessible, là où Make se positionne un petit peu au-dessus, et c'est vrai que Make est plus puissant aussi, permet de faire des choses beaucoup plus avancées, donc peut-être qu'ils iront pas du tout là-dedans. On verra bien. Et bonne chance Pierre pour ta formation, ne t'inquiète pas, former les gens à Zapier, très franchement, à part le fait que ça soit en anglais, c'est très facile, tu verras, on commence toujours nos formations contournement en laissant les gens créer un Zap eux-mêmes sans qu'on leur dise rien, et ça marche toujours, donc ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème là-dessus, on s'engage là-dessus. Alors, et l'autre truc que je voulais vous montrer, alors là je me suis placé dans un Zap tout de suite, ils ont ajouté un truc que je trouve assez intéressant et qui est encore une fois... d'ailleurs je me rends compte que j'aurais dû mettre ça dans ma présentation pour le Web Today, merde.
C'est dommage, c'est trop tard. Mais là, ce que je vais montrer pourrait être très intéressant par rapport à la présentation que je ferai dans une semaine. Bon, trop tard, c'est pas grave, c'est pas... Je le mentionnerai. Donc ici, vous avez depuis très longtemps dans Zapier la possibilité d'exécuter du code JavaScript ou Python dans un bloc. C'est un usage, alors évidemment qui est plutôt low-code. D'ailleurs, je dirais même pas low-code, je dirais que c'est un usage de code. Ça, c'est réservé aux développeurs parce que quand vous cliquez ici, vous vous retrouvez avec une case de code. Donc je veux dire clairement, pour moi, c'est même pas ça, c'est pas low-code. On est dans le contexte d'un outil no-code, fondamentalement no-code, Zapier, mais là, on écrit du code. Voilà. Donc, et ça, c'est un truc que je trouve très intéressant. C'est le sujet de ma conférence la semaine prochaine au Web Today. La convergence entre le code, le no-code et qu'est-ce qui se passe au milieu. Et on en parlera plus. Je vous débrieferai de cette conférence dans 2 semaines. Voilà, je vous partagerai surtout, je serai très content de vous montrer les slides exceptionnels que j'ai fait. Mais pour illustrer justement un petit peu ce propos, si vous n'êtes pas codeur ou codeuse, que vous ne savez pas quoi mettre ici, eh bien, Zapier a introduit une nouvelle fonctionnalité ici qui est Generate with AI qui permet de faire du code. Et salut Val, quand on parle de développeurs, on en a toujours qui surgissent. Quand on parle de code, il y en a qui surgissent toujours dans le chat. Salut Valentin. Du coup, ici, on a cette possibilité. Très franchement, le module Code by Zapier, c'est un module, quand on est développeur, qui est extrêmement pratique parce qu'il peut vous permettre d'économiser énormément de tâches. C'est un truc, moi je m'en sers très souvent, notamment pour formater du texte, des choses comme ça. Ça vous permet d'économiser, ça vous permet d'optimiser. Donc c'est vraiment super intéressant. Et donc là, le fait de pouvoir l'utiliser même sans savoir coder, très franchement, je trouve que c'est assez intéressant. Alors je ne l'ai pas testé, donc on va tester en live. Donc ici, alors le problème c'est toujours le même, il va falloir savoir écrire un prompt. Donc avoir des bases de code va vous aider. Donc je vais faire un truc très simple, je vais lui demander de passer en majuscule les données qui sont en input. On va voir ce que ça donne. Alors sachant que c'est très facile à faire avec un module Zapier qui est le formateur, sauf que si vous avez à le faire pour plein de données, bah vous pouvez, le formateur il vous permet de faire un à la fois. Là si vous voulez le faire pour plein de données, bah vous pouvez le faire comme ça, quoi. Donc voyons voir un petit peu. Donc là il me montre le code. Donc ce qui est intéressant c'est qu'il vous demande le review d'abord. Uppercase. Alors c'est intéressant. Est-ce que il va, là on va voir parce que donc il y a une petite subtilité, c'est que si vous voulez passer en paramètres, donc en entrée des données au bloc code, vous devez les spécifier ici dans l'input data. Est-ce que là il va me le faire tout seul? Ça franchement ça serait intéressant. Alors non il le fait pas tout seul. Donc là en fait vous voyez que le truc c'est que ah non il n'y a pas besoin. Non si il y a besoin quand même. Use the input data. Ah non, c'est intéressant parce qu'il l'a pas mis parce qu'en fait, il va processer comme il. Alors bon, là c'est bon, il faudrait là il faut savoir lire du code pour le comprendre. Mais en fait, je peux lui même si je lui mets, j'ai pas besoin de lui spécifier. Si je lui mets plein de données ici, enfin, je peux lui spécifier genre texte 1. Alors là, on peut prendre des informations qui viennent, par exemple ici, par exemple, admettons que je veux mettre en majuscule le file name, titre. Non, on va mettre ça. Hop, on va mettre file name. Désolé, je teste en même temps, mais voilà. Et puis aussi, je veux mettre le sujet, par exemple, en majuscule. Donc ça, typiquement, ça aurait été 2 opérations. Donc là, je suis dans un email, je vais mettre hop, subject, un email important. Et donc là, en fait, parce que normalement, ici, si je voulais un par un les référencer, il aurait fallu que je mette input data, crochet, file name, par exemple. Sauf que là, en fait, comme il fait une boucle, il n'a pas besoin de savoir comment il s'appelle, il va tous les processer. Donc ça, c'est intéressant, et il va me ressortir un tableau qui va comprendre ça. Donc si je fais continue, on va faire un test action. Et normalement, on va voir peut-être ça va pas marcher, peut-être. Alors, vous voyez, comme quoi ça n'a pas marché, donc il y a un problème. Si on refait retest, ah voilà, non, ça a quand même marché. Donc vous voyez, alors c'est très drôle, franchement.
Je sais pas si vous avez compris ce qui s'est passé là. Il a pas mis la valeur en majuscule, il a mis la clé en fait. Donc ça c'est très intéressant, ça vous montre que alors, franchement c'est hyper intéressant ce qui s'est passé. Donc c'est déjà j'ai lu un peu vite le code, mais donc potentiellement j'aurais pu voir qu'il s'était trompé. Puisque en fait là je le vois maintenant, je vois bien qu'il récupère les clés et que en fait c'est ça qui va processer. Donc voilà, il met en uppercase la clé en fait qu'il a récupérée. Donc ça c'est intéressant. Mais si on n'est pas développeuse, on ne sait pas. Même si on a un petit peu des bases pour pouvoir générer, c'est quand même du code qui n'est pas hyper facile à lire. En plus il fait une réduction et tout, bon c'est un truc un peu. Donc il s'est trompé. Donc vous voyez, il a mal interprété ce que je lui ai dit. Alors mon prompt n'était pas non plus peut-être super bien écrit. Donc voilà, comme quoi, soyez méfiants par rapport à ça. Ça, je le répète à longueur de vidéo, soyez très prudents. Si vous utilisez des IA pour générer des expressions régulières, pour générer du code, etc., faites très attention parce que si vous n'avez pas, formez-vous en fait. Alors apprendre le code, avoir un niveau de JavaScript suffisant pour lire ça, c'est pas du tout trivial. Les gens ici qui se forment au code, Lilian est en train de se former chez Oclog, donc bientôt il aura la capacité de lire ça, mais je sais pas si c'est encore le cas. Mais voilà, il faut se former. Par contre, sur des sujets comme les expressions régulières, les API, etc., formez-vous et comprenez ce que l'IA peut vous proposer. Comme ça, vous utilisez l'IA vraiment comme un assistant. Et bon courage, Lilian, justement, pour ta journée de formation. Donc voilà, tout ça est très intéressant. Plein de sujets, on va en reparler de toute façon dans les semaines qui viennent. Je vais lire vite fait vos commentaires. Salut Michael aussi qui nous a rejoint entre-temps. Il y en a quelques-uns qui refusaient de s'inscrire à Twitter, même pour l'exercice. Alors, je comprends. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu me fais me rendre compte que dans nos formations, Sam, on utilise beaucoup Twitter parce que c'est un déclencheur facile en fait pour faire de l'automatisation. Et c'est vrai que maintenant, ce Twitter est quand même devenu très controversial. Je suppose que les gens ne voulaient pas s'inscrire pour des raisons idéologiques, je suppose, à cause de toutes les histoires avec Elon Musk et tout. Très franchement, ce que je peux comprendre quelque part, moi je trouve qu'en même temps Twitter c'est un super outil, donc j'ai un peu du mal à l'abandonner, même si je trouve que Elon Musk fait n'importe quoi avec. Mais oui. Donc oui, après tu peux te créer un compte random, mais bon. Vous voulez vraiment boycotter. Ouais, c'est intéressant. Franchement, ça c'est un débat malheureusement qu'on peut pas avoir à 9h00, mais c'est un débat très intéressant. Ça sort un petit peu du contexte du no-code, mais quelque part je peux comprendre. Euh, mais bon, enfin, ouais. Le boycott, malheureusement, c'est un peu un des seuls leviers qu'on a dans ce genre de cas, si on veut s'opposer à quelque chose, quoi. Mais bon, est-ce qu'il faut boycotter Twitter ou pas? Là-dessus, je ne me prononcerai pas. Ça sort complètement du sujet. Je pourrais en parler peut-être en privé éventuellement. Écoutez, on va s'arrêter là. Ah, putain, on n'a même pas eu le temps avec toutes ces digressions sur les blagues de make, etc. On n'a pas eu le temps de tester les plugins de ChatGPT. Bah écoutez, on va tester ça. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc je vais pas dépasser malheureusement. On se garde ça pour la semaine prochaine. Et on va aller tester. Ça me laissera le temps de tester peut-être un petit peu plus en privé, de vous montrer des choses un petit peu plus intéressantes. Je vais arrêter le partage d'écran. Qui n'a pas marché. Si, c'est bon. Voilà, vous pouvez en débattre, vous pouvez continuer à en débattre ici ou sur le Slack de No Code France. Il y a plein de super lives qui arrivent sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça c'est très important. Vraiment, abonnez-vous, j'insiste un petit peu là-dessus, au-delà du fait que vous pouvez, en étant abonné, participer aux discussions sur le chat. Vous serez aussi surtout prévu de tous les événements qui viennent. Alors, il n'y a pas de live aujourd'hui à midi, ça c'est étonnant, c'est rare le mardi. Par contre, il y a un live demain de nos amis de chez No Code for Good, Alex et Valérie. Il y a un No Code Game, évidemment, jeudi. Il y a une Bubble émission, il y a un live sur l'IA, il y a une émission Software vendredi. Bref, une belle semaine, donc voilà, n'hésitez pas. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Oui, j'ai oublié de vous. Bon,
J'ai encore plein de choses à vous dire, mais j'en parlerai la semaine prochaine. On a un bootcamp qui arrive. Je vous fais un petit teasing. Regardez notre newsletter ce jeudi. On a un bootcamp qui arrive pour le mois de juillet, un nouveau format autour de la productivité, des ops et de l'IA. Donc soyez attentifs. On en parle jeudi dans notre newsletter et on va lancer ça avec nos amis d'Auto évidemment. Voilà, un bootcamp de qualité. On a été très content des résultats du premier bootcamp. On itère sur un format plus léger, donc ça va être vraiment très important. Et puis voilà, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, no codez bien, envoyez-moi si vous découvrez des choses intéressantes, si vous avez des sujets, si vous avez des choses comme ça, eh bien n'hésitez pas à me les envoyer et on en parlera la semaine prochaine. Allez, à plus, salut. Et allez, on finit par le générique, je vous dis à chaque fois, j'oublie, mais ça va devenir automatique. Allez, on envoie le petit générique de fin.